Alors sur l'effet de la dette après, bah, on peut voir la proportion qui est allouée au remboursement de la dette et aux services sociaux. Par exemple, bah, le Burkina, ça va, il s'en sort bien. Entre 99 et 2000, ils avaient 25% du budget de l'État qui était pour les services sociaux, contre 28% pour le service de la dette. Bon. Il y avait 11% pour l'éducation, 14% pour la santé. Rapidement. Hein. Le Cameroun, c'est un pays extrêmement riche qui est situé là. Alors eux, ils ont mais de toutes sortes de richesses. Quoi. Donc le Cameroun attribue 36% de son budget au paiement de la dette et 4% aux services sociaux. Ça pose un peu de problème. Si on prend, je sais pas, un pays qui n'est pas francophone, le Kenya, paye 40% de son budget au service de la dette et 12,5% pour les services sociaux. Donc ça, c'est des chiffres encore qui viennent du CADTM. Hein. Je suis désolé pour mes sources un peu redondantes, mais le CADTM est quand même un organisme assez sérieux qui référence toutes ces sources. Et bah, du coup, voilà, moi, ça me fait penser que le développement, finalement, il devrait être beaucoup l'œuvre de l'État, l'œuvre des services publics, et que si les services publics n'ont pas les moyens parce qu'ils payent trop de dettes, bah forcément, ça fait des situations hyper difficiles. Ils n'arrivent pas à financer les services publics. Alors concrètement, moi, au Burkina, si je reprends le village d'Abdou, je me rappelle d'avoir discuté avec des instituteurs. À l'époque, c'était les vacances. Et donc, les instituteurs, ils étaient là en train de discuter autour d'un thé, sous un arbre. Et ils m'invitent et on discute et tout. Et ils me font part d'un dilemme qu'ils ont souvent, c'est de se dire dans leur classe, s'il y a 5 à 10 élèves devant qui pourraient potentiellement avoir le niveau pour aller au collège, mais que pour ça, ils doivent laisser les 100 autres élèves qui sont derrière, bah, ils ne savent pas trop quoi faire. Est-ce qu'ils montent le niveau général ou est-ce qu'ils créent des leaders? Et c'est vrai que réellement, les classes au Burkina Faso, le PNUD a beau construire des écoles, il n'y a pas assez d'instituteurs et les classes sont remplies à plus de 100 élèves par classe. Et puis il y avait Mamadi, le fils d'Abdou, un jeune justement en âge d'aller au collège, et très brillant, hyper curieux et tout, et puis qui me disait, bon, en fait, je pourrais aller au collège, mais c'est à 12 km et j'ai pas de vélo. Donc je vais y aller au début, je vais faire mes 12 km à pied tous les jours, aller-retour, avec mon petit repas, mais je sais que bon, très vite, la fatigue va s'accumuler, il ne va plus avoir le temps de réviser les cours, etc. Donc ça, voilà, il y a un problème de tissu de service public qui est hyper fort et qui fait que Thomas Sankara, qui voulait développer son pays, a dit bah, déjà on va arrêter de payer la dette parce qu'il n'y a pas de raison qu'on continue à payer cette dette. Et du coup là-dessus, il voulait appeler tous les pays à le rejoindre pour ne pas payer cette dette. Et finissait son discours comme ceci. Alors, il dit ça. Ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement, vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Et effectivement, c'était en juillet 87. Et puis, quelques mois après, le 15 octobre, un nouveau coup d'État au Burkina Faso renverse le gouvernement et Thomas Sankara est assassiné à ce moment-là avec 14 de ses collaborateurs. Son frère, ami, numéro 2 du gouvernement, Blaise Compaoré, prend le pouvoir en disant qu'il va restaurer la démocratie, que Thomas Sankara devenait un autocrate, un but de pouvoir, etc. Donc Blaise Compaoré prend le pouvoir en 87, il a encore été réélu en 2010, il le sera probablement en 2015, à moins qu'il ne laisse la place à son frère. Il a restauré la démocratie, en tout cas celle qui fait plaisir à d'autres. Voilà, Thomas Sankara a mené une expérience intéressante et j'aime bien en parler, j'aime bien le faire découvrir parce que déjà il est assez peu connu en France alors qu'un peu partout en Afrique c'est une idole.
Les gens le vénèrent même un peu trop, ils en font le Che Guevara africain. Alors, pareil, l'image est détournée comme celle du Che. Bon, il faut quand même aussi modérer l'admiration qu'on peut porter à l'homme. Il y avait aussi, c'était un régime autoritaire, je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui auraient pu être menées différemment, mais ce qui est très intéressant, c'est que Sankara, c'est quand même un exemple d'inventivité politique, c'est un exemple de possibilité de développement différent et de volonté réelle d'indépendance, voilà, de lutte contre la situation qui est en place et qui empêche un développement africain par les Africains pour les Africains. Et Thomas Sankara, il est connu parce qu'il a gouverné pendant 4 ans, il a eu cette chance, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui sont des penseurs, des ingénieurs, des journalistes. Il y a beaucoup de personnalités en Afrique qui sont capables de penser, de mettre en œuvre un développement différent. Mais toutes ces personnes-là n'ont pas accès au pouvoir. Soit elles sont assassinées, soit elles sont écartées, soit elles sont corrompues, soit elles sont torturées. Enfin, il y a tout un tas d'exemples à travers l'histoire de personnes, de personnalités qui auraient pu jouer un rôle, qui auraient pu amener leur pays et l'Afrique dans un mouvement différent de celui où il est aujourd'hui et qui ont été mis sur la touche. Et ça, c'est un problème et ça vient, pour moi, du fait qu'il y a des puissances extérieures qui défendent leurs intérêts. Parce que l'Afrique, si elle est pillée, comme on l'a vu, c'est parce qu'elle a énormément de ressources. Elle a énormément de ressources et du coup, là, je vais peut-être vous proposer un petit quiz pour voir les ressources qu'il y aurait en Afrique. C'est le petit moment participatif de la conférence. Alors, si vous voulez vous réveiller et puis me dire, j'ai une série de cartes comme ça, je ne vais pas vous montrer. Et puis vous allez voilà, me dire qu'est-ce que vous connaissez comme ressources présentes sur le sol africain pour lesquelles les puissances se battent. Alors, ça va vite. Pétrole. Du pétrole, il y en a à gogo. Le pétrole. 2 secondes. On va aller lentement, comme ça on a le temps d'assimiler et tout. Ça va, vous voyez ce que je mets là parce que... C'est bon. Donc du pétrole, par exemple, il y en a beaucoup dans le golfe de Guinée, ici. Et bizarrement, c'est un golfe qui est entouré de pays hyper sympas. Il y a l'Angola, le Gabon, le Congo, le Cameroun. C'est des grandes démocraties, quoi. Enfin, vous vous renseignerez, vous verrez. Bizarrement, c'est vraiment autour de là où il y a du pétrole que ça se passe le mieux. Ensuite, j'ai entendu quoi ? Diamants. Des pierres précieuses, effectivement. J'ai pris des diamants, justement. Il y en aurait d'autres. Alors, des diamants, il y en a un peu partout. Il y en a, tiens, vas-y, par ici, en Sierra Leone, on va dire. Tac. Alors ça fait notamment partie de la criminalité. Les diamants, c'est plus souvent passé en sous-main et dans des poches discrètement que vendu sur le marché officiel. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Cacao, bois précieux, etc. Alors j'ai mis les ressources naturelles, j'ai tout regroupé. Parce que sinon ça faisait beaucoup, hein, si on mettait le cacao, le café, l'arachide, le caoutchouc, le coton, tout ça. Il y en a énormément. Alors comme il y a une grosse forêt par ici, je vais mettre là. Voilà. Il y a énormément de ressources premières naturelles en Afrique. Ensuite, l'uranium, effectivement. Alors l'uranium, ça c'est stratégique, hein. Surtout en France, d'ailleurs, parce que c'est notre indépendance énergétique qui se trouve au Niger. Voilà. Là, il y a le Niger et il y a, en fait, 100% de l'uranium, enfin jusqu'à récemment, 100% de l'uranium exploité au Niger était consommé en France. Il faut le savoir. C'est un très très bon uranium. Franchement, c'est la fine fleur de l'uranium. Il est d'une qualité exceptionnelle. Et donc, il se trouve là. Et voilà, on l'utilise chez nous. Hein. Ensuite, comment ? Le coltan. Voilà. Alors, les ressources minières, j'ai pris l'or. L'or qui est moins utile que le coltan. Alors, le coltan, je ne sais pas si vous connaissez, ça se trouve notamment dans les téléphones portables et beaucoup de composants électroniques.
Alors j'ai pris l'or pour l'ensemble des ressources minières. Tiens, je vais les mettre ici, il y en a vraiment beaucoup vers là, au Congo. D'ailleurs, bizarrement, il y a beaucoup de guerres aussi. Voilà. Ça fait longtemps. Donc voilà, tout un tas de ressources du sous-sol qui sont exploitées. Alors c'est un panel un peu rapide, hein. Et puis il y a quelque chose qui est important à penser aussi. C'est pas une ressource en soi, mais ça permet l'exploitation de, justement, ça permet de sortir les ressources. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les ports. Les ports. Et d'ailleurs, ce dessin, ça devrait vous rappeler quelqu'un qui détient beaucoup de ports. Monsieur Bolloré, voilà, qui avait un yacht aussi à une époque, et qui détient la plupart des ports sur la côte africaine, et qui fait beaucoup de bénéfices grâce à son service de transport intégré. Il a aussi les chemins de fer qui vont chercher les richesses très loin et puis qui les extirpent du continent pour les emporter, se faire transformer ailleurs. Alors voilà. Je vais peut-être prendre un petit stop tout et un petit coup d'eau. Donc je disais quoi? Je disais beaucoup de ressources exploitées essentiellement par des multinationales du Nord. Et puis il y a aussi des hommes dont je parlais tout à l'heure, des hommes, des femmes qui sont capables de penser à un autre développement pour l'Afrique. Et pourtant, avec ces ressources, ces hommes et ces femmes, l'Afrique continue à être pillée. Ces hommes et ces femmes ne trouvent toujours pas d'opportunité d'accéder au pouvoir et de changer le quotidien. Et la majorité des Africains continuent à vivre dans un niveau de pauvreté assez généralisé. Et pour moi, tout ça, c'est symptomatique d'un système néocolonial qui se maintient coûte que coûte, en fait, qui est mis en place et qui empêche que les choses évoluent dans un sens qui ne lui conviendrait pas. Alors en France, en particulier, on parle de France-Afrique. Alors la France-Afrique, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un mot qui tend à se généraliser, enfin à se diffuser dans les médias, à être entendu. Souvent, il est entendu d'une façon un peu partielle. La France-Afrique, ça a été exposé longuement par François-Xavier Verschalle à travers un bouquin qui s'appelle La France-Afrique. Alors moi, j'ai découvert tout ça en allant au spectacle. La première fois que j'ai entendu parler de ces choses-là, c'était un spectacle qui s'appelle Elf la pompe Afrique. C'est Nicolas Lambert, un comédien qui a suivi tout le procès Elf et puis qui rejoue tout seul les différents personnages du procès Elf. Alors il y a André Tarallo, il y a le procureur, il y a Alfred Sirvin, enfin il y a le Floch Prigent, etc. Et donc il présente ce qu'est le système Elf. Et puis, moi ce que je me rappelle notamment de cette histoire, de ce spectacle, c'est l'implication politique des politiciens français, et notamment en fond de scène, il y avait 3 portraits de présidents français. Il y avait Charles de Gaulle, il y avait François Mitterrand, et puis il y avait Jacques Chirac. Alors, après, j'ai un peu compris plus globalement leur implication dans ce qu'est la France-Afrique. Charles de Gaulle, dans les années 60, il s'est trouvé contraint d'accorder l'indépendance aux pays africains qu'il a demandé. Il s'est trouvé contraint parce qu'ils étaient en défaite en Indochine, il y avait en Algérie, ça secouait grave, au Cameroun aussi, mais on en a moins entendu parler, et du coup, ils ont dit, bon, avec les pays africains, on va leur accorder l'indépendance d'une main, mais en fait, de l'autre main, on va faire en sorte qu'ils restent dépendants et que le système reste quasiment le même. Et pour ça, il a demandé à son bras droit, Jacques Foccart. Jacques Foccart est un homme très important. Un homme de l'ombre qui a mis en place le système qu'on appelle la France-Afrique. Alors, comment il a fait ça? Il a commencé par remplacer les gouverneurs blancs des colonies par des présidents noirs des pays nouvellement indépendants. Il a mis en place des hommes qui, du fait qu'ils étaient noirs, ils étaient plus légitimes pour être président d'un pays africain. Mais en fait, c'était des gens qui étaient purement au service de la France. Et s'ils ne nous plaisaient pas, on les éliminait. Dès 1963, Sylvanus Olympio, au Togo, a été éliminé pour mettre en place un autre président beaucoup plus au service de nos intérêts. Donc, il y a le système des dirigeants dirigés,
Il y a la monnaie, le franc CFA. Le franc CFA, c'est un truc assez exceptionnel. C'est le franc des colonies françaises d'Afrique, donc on a changé le sigle depuis, mais c'est la communauté francophone africaine, ou un truc comme ça. Le franc CFA, en fait, c'est une grosse arnaque. C'est la France qui dirige la BCAO. La BCAO, vous connaissez? Non. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, et la CDAO, la BCAC pour l'Afrique centrale. Alors, il y a des organismes de pilotage du franc CFA dans lesquels la France a un membre permanent. Et pour avoir accès au franc CFA, les États qui le demandent doivent déposer plus de 50% de leurs réserves de change sur un compte du Trésor public français. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point on prive ces pays soi-disant indépendants de 50% de leurs réserves de change avec lesquelles la France peut investir, spéculer, récupérer les intérêts à la place des pays africains. Il y a un écrivain qui a étudié le franc CFA qui parle de nazisme monétaire, parce qu'il dit que les nazis, quand ils avaient envahi l'Europe, ils avaient utilisé le même principe que ce qu'utilise la France avec le franc CFA. Donc il y a eu ça, et puis il y a aussi des armes, bien sûr, des coups d'État, des guerres fomentées par-ci par-là, à tout moment. Alors au Cameroun particulièrement, il y a une guerre d'indépendance dont on n'entend quasiment pas parler, et qui a fait des centaines de milliers de morts. Et puis le soutien militaire aux dictatures en place. C'est-à-dire que la France forme, les militaires français forment les gardes présidentielles, ils forment les armées des pays indépendants, et du coup, forcément, les gens, ils se sont formés avec des Français, donc ils sont amis avec des Français, donc ils défendent les intérêts de la France.